qui m'a poussé à écrire le livre Coup d'État sur la Côte d'Ivoire, c'est le fait que j'étais en train d'enquêter sur le rôle et l'action de l'Union européenne dans les Grands Lacs, notamment au Congo et au Rwanda. Et donc, les archives que j'avais obtenues de l'Union européenne, il y avait un certain nombre de documents d'archives qui parlaient de la situation ivoirienne, c'est-à-dire la cellule stratégique de la politique extérieure de l'Union européenne, traitait plusieurs dossiers en même temps. Et parmi les archives, les documents d'archives que j'ai consultés, il y avait beaucoup de notes sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire, sur les rapports des services de renseignement européens par rapport à la crise ivoirienne. Et je voyais qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ne correspondaient pas exactement à ce qui était dit dans les médias. Et au moment où je travaillais donc sur le Congo et sur la diplomatie européenne au Congo et dans les Grands Lacs, la crise ivoirienne a pris une autre ampleur. J'ai donc arrêté mon enquête sur le Congo pour travailler sur le dossier ivoirien. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient dites qui ne correspondaient pas à la réalité. On accusait par exemple le président Gbagbo d'être responsable de l'assassinat du journaliste Guy-André Kiefer. On accusait le président Gbagbo d'avoir orchestré, organisé le bombardement du camp militaire français de Bouaké où 9 soldats français avaient été tués. On accusait le président Gbagbo de refuser de quitter le pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Et je me suis demandé, mais si tout cela est vrai, mais pourquoi il n'y a pas suffisamment de preuves qui permettent d'établir la vérité? Je suis parti du doute selon lequel le président Gbagbo demandait qu'on recompte les voix. L'ensemble de la communauté internationale était contre lui. Les médias également. Donc pour moi, si le président Gbagbo avait perdu les élections et qu'à partir du moment où il avait toute la communauté internationale contre lui et que lui, il proposait qu'on recompte les voix, je ne voyais pas où était le problème. Pourquoi on ne voulait pas compter les voix, y compris en présence des caméras, même si ça ne se faisait pas à ce moment-là, ils auraient demandé exceptionnellement de faire venir toutes les caméras du monde entier pour compter les voix devant les caméras de télévision et humilier le président Gbagbo s'il a perdu les élections, mais dans le cas où il a gagné, eh bien, de le rétablir dans ses fonctions. Je pense qu'ils avaient peur de la deuxième situation parce que tout le monde l'avait déjà accusé d'avoir perdu. Et alors, si, devant les caméras, on constatait qu'il avait gagné, eh bien, l'humiliation n'allait pas être pour le président Gbagbo, mais pour la communauté internationale. Et c'est ça qui a empêché les gens de recompter les voix. Donc, je me suis dit, s'il refuse ce type d'opération, je vais chercher à savoir ce qui s'est passé avec la disparition de Guy-André Kiefer. Je veux savoir si c'est effectivement le président Gbagbo qui a bombardé le camp militaire français de Bouaké. Je veux savoir si effectivement c'est le président Gbagbo qui a perdu les élections. Et je veux comprendre pourquoi il y a une telle sympathie vis-à-vis de M. Alassane Ouattara. Pourquoi le monde entier est unanime que M. Alassane Ouattara est un type formidable, un démocrate, alors qu'il avait occupé les fonctions de Premier ministre dans les années 90 et qu'il a laissé la Côte d'Ivoire dans une situation de banqueroute sur le plan financier, d'après les rapports de l'OCDE que j'ai pu avoir à l'époque. Donc j'ai voulu comprendre tout cela. Et donc, c'est au terme de toutes ces observations que j'ai mené mon enquête sur Côte d'Ivoire, le coup d'État, qui a contredit, point par point, tous les éléments qui avaient été soulevés à l'époque contre le président Gbagbo. Je publie dans ce nouveau livre le témoignage d'un élément des forces spéciales ivoiriennes qui dit explicitement qu'il avait été contacté par des gens de la rébellion en 2002, qui étaient soutenus par M. Ouattara, parce que lui était un ancien élément
de la garde personnelle du général Gueye. Et donc, on l'a contacté pour cette raison. Et il a pu assister à toutes les réunions, à un certain nombre de réunions de la rébellion qui visaient à renverser le président Gbagbo. Et dans ce témoignage, il est clairement dit que ces gens travaillaient pour M. Alassane Ouattara. Un principe qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que les rebelles sont généralement du bon côté. Et les personnes qui sont aux affaires qu'on a envie de renverser à la tête de l'État sont du mauvais côté. Tous les crimes qui sont commis par les rebelles sont considérés comme des actes marginaux. Il y a d'ailleurs un terme qui est régulièrement utilisé, ce sont des actes isolés. Je ne sais pas de quoi ils sont isolés, mais ce sont des actes isolés. Mais par contre, tout ce qui est commis par les forces gouvernementales, ce sont des crimes contre l'humanité. Alors, cette façon d'ailleurs, même le terme « rebelle » lui-même, c'est un terme qui renvoie un peu au mouvement nationaliste des années 70, comme les sandinistes au Nicaragua, comme le mouvement de Che Guevara à Cuba avec Fidel Castro. C'était des rebelles. Donc, ces gens-là, on a l'impression que pour réhabiliter ou pour donner une image positive de ces mouvements criminels, de ces associations criminelles, il faut les accoler à l'image sympathique du Che Guevara. Il faut les associer à l'image sympathique de la rébellion de Fidel Castro. Donc, il faut que l'opinion publique... Bon, on déteste, le monde entier déteste Fidel Castro, mais l'image positive que peut véhiculer la résistance ou la révolte de Fidel Castro, mais ça, on l'utilise dans les mouvements de rébellion aujourd'hui, les rébellions modernes, pour que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ce sont des organisations criminelles. Et ces organisations criminelles commencent d'abord par massacrer les populations de leur pays, soi-disant pour venir à la démocratie. Mais en même temps, ils n'ont pas envie d'organiser des élections dans un temps convenable. On a vu que l'arrivée des rebelles en Côte d'Ivoire, les premières élections qui ont été organisées en Côte d'Ivoire, celui qui était censé, M. Ouattara, qui était censé avoir fait un raz-de-marée en 2011, n'a même pas pu avoir 30% d'élus. Mais comment est-ce possible que un an seulement après, ou quelques mois après la victoire électorale formidable qu'un chef d'État a réalisée, quelques mois simplement après, alors qu'il est encore dans l'euphorie de la victoire, mais il n'arrive pas à avoir 30% de voix en suffrage universel avec des élections législatives. Donc, on comprend tout simplement qu'il y a... La terminologie même de rebelle est une terminologie qui vise à masquer le fait que ce sont des organisations criminelles. Et donc cela se retrouve également au sein des juridictions internationales qui poursuivent simplement un seul côté. Vous allez parler du tribunal pénal international pour le Rwanda. La mission qui avait été dévolue au tribunal pénal international pour le Rwanda consistait à juger tous les crimes de guerre qui ont été commis du 1er janvier au 31 décembre 1994. Et lorsque j'avais rencontré le procureur Carla Del Ponte à l'époque, qui était menacé par les États-Unis et par la Grande-Bretagne de quitter le tribunal parce qu'elle avait enquêté sur les Hutus qui étaient considérés par la communauté internationale comme les grands méchants, là, Carla Del Ponte était un très bon procureur. Mais lorsque Carla Del Ponte a décidé d'enquêter maintenant sur les rebelles Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, alors Carla Del Ponte est devenue un mauvais procureur. On a demandé de la renvoyer, mais puisqu'on ne pouvait pas utiliser des arguments objectifs, on a dit, Kofi Annan a dit qu'elle avait
trop de travail parce qu'elle cumulait le tribunal de l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais lorsqu'on l'a nommé en lui confiant les deux tribunaux, les deux juridictions. Mais tout simplement parce qu'il ne fallait pas que Carla Del Ponte enquête sur les amis de la communauté internationale, qu'elle fouille dans les crimes qui ont été commis par la rébellion Tutsi. C'est de la même façon que quand vous regardez la Cour pénale internationale aujourd'hui, seul le président Gbagbo, l'ennemi de la communauté internationale, qui est là-bas. Mais il n'y a personne dans la rébellion ivoirienne. Et d'ailleurs, on ne considère pas que les rebelles ivoiriens, malgré les preuves matérielles dont on dispose et qui sont à profusion, moi j'ai pu retrouver les photos qui ont été prises par des militaires français qui étaient à côté des rebelles lorsque les rebelles commettaient des crimes. Toutes ces photos aujourd'hui sont des éléments irréfutables du fait que les rebelles ont commis des crimes massifs avant même qu'ils viennent s'asseoir sur la table de Marcoussis, la table ronde de Marcoussis, qui a été parrainée par le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan. C'est-à-dire, le même Kofi Annan qui a été responsable de la mission des opérations de la paix aux Nations Unies au moment où il y avait les événements du Rwanda, on a vu qu'avec lui, seuls les Hutus ont été condamnés. Et on voit également que lui qui a présidé la table ronde de Marcoussis, eh bien, la Cour pénale internationale n'a pas pris en compte le fait que les rebelles ivoiriens ont commis des crimes contre l'humanité. Seul le président Gbagbo est assis dans le box des accusés. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est rigoureux? Je ne pense pas que c'est rigoureux. Je ne pense pas que c'est sérieux. Et je ne pense pas qu'on rend justice au peuple ivoirien. Et je ne pense pas non plus qu'on facilite la réconciliation en Côte d'Ivoire tant que ceux qui ont véritablement commis des crimes massifs sont exonérés de tous les crimes qu'ils ont commis, y compris quand ils ont tué des étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a tué des Français. Les rebelles ont tué des Français. Au Rwanda, les rebelles rwandais ont tué des Français, ils ont tué des Espagnols, ils ont tué des Canadiens et ils ne sont pas concernés par le tribunal pénal international. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. C'est que les rebelles, ou ceux qui sont considérés comme tels, sont du bon côté, y compris quand ils commettent des crimes contre leurs propres mentors ou les citoyens occidentaux. Ces crimes ne comptent pas. Mais dès lors où il s'agit du gouvernement ou du président qu'on veut renverser, alors là, il doit être jugé pour les crimes qu'il n'a même pas commis du tout dans le pays. Et je crois qu'on ne peut pas faire le droit international humanitaire. On ne peut pas enseigner aux jeunes qui sont passionnés par les droits de l'homme, qui sont passionnés par le droit international, en utilisant ce genre de pratiques. Les crimes de la rébellion sont documentés par Amnesty International, qui n'est pas pro-Gbagbo. Mais pourquoi personne ne prend en compte les rapports d'Amnesty International détaillant les crimes commis par la rébellion en 2003? C'est important qu'Amnesty International rappelle aux juges de la Cour pénale internationale que cette organisation des droits de l'homme a rédigé un rapport détaillant les crimes commis par les rebelles en 2003. Amnesty International ne doit pas garder le silence devant ses propres rapports lorsqu'ils sont écartés par une juridiction internationale, que d'ailleurs Amnesty International soutient, parce qu'Amnesty International soutient la Cour pénale internationale. Mais pourquoi, lorsque cette Cour ne prend pas en considération ses propres rapports, pourquoi Amnesty se tait? Alors là, on est dans une situation complètement ubuesque. Et ça fait rire les intellectuels sérieux et les gens qui considèrent que le droit international humanitaire fonctionne à la tête du client avec toujours la règle de 2 poids 2 mesures. Ça, c'est inacceptable. D'abord, dans ce livre, je publie 3 rapports confidentiels de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Renaud Vignal. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire considère dans ses rapports au Quai d'Orsay que le président Gbagbo n'est pas l'homme qui a été décrit par les médias
et par un certain nombre de dirigeants français. Le deuxième gros dossier que je sors dans ce livre, c'est le rapport de l'ancien conseiller de l'Élysée, M. Guy Pen, l'ancien conseiller, le monsieur Afrique du président François Mitterrand, qui n'est pas connu pour être un ami du président Gbagbo, qui est allé en Côte d'Ivoire en 2003, au moment où les événements étaient extrêmement difficiles, où la situation était très tendue entre la France et la Côte d'Ivoire. Le rapport très factuel du sénateur et ancien conseiller Guy Pen donne une relation des faits qui n'a absolument rien à voir ni avec ce que disaient les médias, l'ensemble des médias à l'époque, ni ce que disaient un certain nombre de responsables français sur les escadrons de la mort de Gbagbo enfin, la façon dont Gbagbo a été peint par les dirigeants français de l'époque est en totale contradiction avec ce que dit l'ancien conseiller de l'Élysée, Guy Pen. Je pense que ces éléments sont importants quand on veut comprendre dans quel contexte surviennent les événements de Bouaké. Mais ce que j'ai découvert dans l'enquête sur les événements de Bouaké, c'est que le président Laurent Gbagbo a préparé l'opération Dignité pour reconquérir le nord et l'ouest du pays qui étaient aux mains des forces rebelles. Et que compte tenu de la situation extrêmement tendue qu'il y a eu entre la France et lui en 2003, du fait que la France lui a quasiment imposé de gouverner avec la rébellion, lorsqu'il déclenche l'opération Dignité, il informe les Français. Il m'a confié qu'il a appelé le président Jacques Chirac pour lui dire « Nous allons mener une opération contre la rébellion ». Et le président Chirac lui a répondu que je ne suis pas d'accord avec cela. Et comme argument pour empêcher que le président Gbagbo mène l'opération Dignité, il lui dit qu'il a peur que la réputation du Premier ministre Sédou Diarra soit ternie. Le président Gbagbo lui rappelle qu'en Afrique, personne ne connaît Sédou Diarra et qu'il n'y a pas de risque que la réputation de M. Sédou Diarra soit connue parce qu'en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, avant la crise, personne ne savait qui était Sédou Diarra. Le président Chirac lui donne un deuxième argument. Il lui dit « Il faut faire attention si vous attaquez les rebelles parce qu'il doit y avoir des élections et si vous attaquez les rebelles, ils risquent de ne pas désarmer. » Le président Gbagbo lui répond que « Monsieur le Président, les rebelles n'ont jamais désarmé, ils ne désarmeront ni avant ni après les élections. » Cet argument, pour le président Gbagbo, est irrecevable. De lui parler du désarmement des rebelles, si on n'attaque pas, si on ne mène pas l'opération Dignité. Donc, le président Gbagbo comprend donc que la France est opposée à l'opération Dignité, contrairement à ce que beaucoup d'Ivoiriens ont cru, puisque la France n'a pas réagi à partir du 4 novembre où l'opération Dignité a commencé. L'armée française n'a pas eu mission d'empêcher l'opération Dignité. Mais ça ne signifiait pas que les hautes autorités françaises de l'époque étaient d'accord avec cette opération. Même le secrétaire général lui-même des Nations Unies n'était pas d'accord avec cette opération, puisque je rappelle que Kofi Annan a fait une déclaration, il y a une déclaration du secrétaire général de l'ONU qui s'opposait aux frappes aériennes que préparaient les forces armées ivoiriennes contre les positions rebelles. Alors, je me rends compte que au moment où toute cette histoire se déroule, pour le président Gbagbo a quand même une crainte. La crainte du président Gbagbo est que si jamais, puisque les Français ne sont pas d'accord avec l'opération Dignité, mais qui elle est plébiscitée déjà par des jeunes officiers et sous-officiers ivoiriens, pilotés par le colonel Mangou, s'il va au bout de cette opération,
les Français réagiront, mais il ne sait pas comment les Français vont réagir. Et donc, un des témoins qui a participé à la préparation des forces aériennes de l'opération Dignité m'a confié que le général, le patron des forces aériennes ivoiriennes, M. Edouard Yaposeka, qui supervisait les réunions préparatoires à cette mission, a constamment répété qu'il fallait éviter de toucher les positions françaises. Et les Biélorusses qui étaient là ont donné des conseils techniques sur les cibles. Parce qu'il faut préciser que les instructeurs biélorusses qui étaient là pour former les pilotes ivoiriens à l'utilisation des Sukhoi 25, qui venaient d'être acquis par les forces aériennes ivoiriennes. Donc, il est clairement prouvé que pendant l'opération Dignité, à aucun moment, les forces aériennes ivoiriennes ont eu l'intention de bombarder un camp français en 2004. Et d'ailleurs, le colonel Destremo, qui était un des responsables des opérations du côté de la force française Licorne, a rencontré le colonel Mangou qui lui a confirmé que l'opération qui est conduite par les forces aériennes ne concerne exclusivement que les forces rebelles, les positions des rebelles, les infrastructures des rebelles et en aucun cas l'armée française. Donc, il a rappelé à l'armée française qu'elle n'avait rien à craindre de cette mission-là. Donc, subitement, au moment où la mission est déclenchée, évidemment, les forces aériennes ivoiriennes attaquent et touchent les cibles de la rébellion. Cela est reconnu par des officiers français. Mais au moment où la dernière phase des opérations est mise en route, c'est-à-dire qu'il faut ratisser maintenant sur le terrain pour que les Ivoiriens, avec les fantassins, les policiers, la gendarmerie, reprennent progressivement la partie du territoire qui a été désertée par les rebelles, au moment où ce ratissage-là est en train d'être fait et que les hélicoptères qui étaient pilotés à l'époque par des Ukrainiens, les Mi-21, viennent maintenant, mènent la dernière phase des opérations pour nettoyer en quelque sorte les positions rebelles, eh bien le bombardement de Bouaké contre le camp français intervient. Qui donne l'ordre de bombarder le camp militaire français? Michel Alliot-Marie accuse publiquement le président Gbagbo d'être responsable du bombardement du camp français. Et l'ensemble des médias français prennent fait et cause pour cette accusation contre le président Gbagbo. La France n'appelle même pas, le président Chirac ne prend pas la peine de téléphoner à son homologue ivoirien pour lui demander pourquoi vous avez bombardé le camp militaire français. Qu'est-ce que les Français vous ont fait pour bombarder le camp? Il ne le fait pas. En l'espace de quelques minutes, la décision est prise de détruire l'ensemble de l'aviation ivoirienne. Et cet ensemble de l'aviation ivoirienne est détruit. Les Sukhoi 25 sont détruits à la hache, d'autres sont détruits par les missiles, et les hélicoptères sont détruits également par les missiles. Évidemment, les conditions de cette destruction, sous les ordres du général Poncet, m'ont été confirmées par beaucoup d'officiers français. Mais le problème, c'est que m'a confié le président Gbagbo, c'est qu'au moment où on vient détruire ces avions, lui, il a désigné le procureur militaire, M. Ange Kessi, de mener des enquêtes sur le bombardement du camp militaire français. Et quand le procureur militaire ivoirien se rend sur le site, il est empêché d'accéder au site par les militaires français, notamment par le général Poncet.
Pourquoi? Le président ivoirien est étonné. Il dit, si c'est moi qui ai bombardé le camp français, normalement, les Français devraient nous encourager à mener des enquêtes. Au besoin, ils ont la possibilité de se joindre à nous puisqu'il y a un accord de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire signé en 1961 qui permet aux Français de mener des enquêtes conjointes avec les Ivoiriens quand il y a des crimes qui sont commis ou des actes qui méritent une enquête conjointe. Eh bien, il n'y aurait jamais d'enquête conjointe avec les Français, entre les Français et les Ivoiriens pour savoir ce qui s'est passé à Bouaké. Mais plus intéressant, c'est qu'au moment où les Biélorusses, après le bombardement, sont encerclés par les militaires français à l'aéroport d'Abidjan, un ordre du Quai d'Orsay arrive demandant qu'on libère ces Biélorusses qui ont été arrêtés. Et le général Poncet confirme lui-même qu'on lui a donné l'ordre de les libérer et de les remettre au consulat, au service consulaire russe à Abidjan. Mais plus grave, c'est que lorsque les pilotes sont exfiltrés d'Abidjan par un certain nombre de gens qui sont très proches des services de renseignement français, se retrouvent à Lomé. Ils sont arrêtés par la police togolaise. Et le ministre de l'Intérieur du Togo, M. François Boko, m'a confirmé également qu'il a tout fait pour que les Français extradent les pilotes biélorusses qui étaient suspectés d'avoir participé ou d'avoir été les auteurs du bombardement de Bouaké. Il a contacté les services de renseignement français. Ils ont refusé. Il a contacté le ministère de la Défense. Il a refusé. Il a contacté le ministère de l'Intérieur. Il a refusé. Il a contacté le Quai d'Orsay. Ils ont refusé. Toutes les autorités françaises compétentes dans ce dossier ont refusé d'extrader les suspects du bombardement du camp militaire français de Bouaké. Il a gardé ces gens pendant près de 15 jours. Il était à la limite de dépasser le délai de détention provisoire. Et évidemment, garder des gens en détention alors qu'il n'y a pas d'éléments à charge contre eux, eh bien, aurait pu se retourner contre les autorités togolaises en considérant qu'ils ont conservé en détention de façon arbitraire un certain nombre de gens. Alors que le but de cette longue détention était tout simplement que les autorités françaises, notamment Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, puissent demander l'extradition de ces gens. Et elle a confirmé à l'époque qu'elle n'avait pas de base juridique pour arrêter ces gens. Ce qui est totalement faux, puisque une loi sur le mercenariat a été votée par le Parlement et le décret d'application a été signé par le président Chirac lui-même, qui autorise les Français à arrêter des gens qui sont suspectés de mener une action de mercenariat, ce qui était le cas de ces Biélorusses, puisqu'on les suspectait d'être des mercenaires. Donc, pour savoir pourquoi ils ont bombardé le camp militaire français, la raison était très simple, c'était de les arrêter, de les amener. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le ministre de la Défense, en personne Michel Alliot-Marie, va mentir au juge qui enquête sur les événements. Pourquoi? Parce qu'elle va dire qu'elle n'avait pas de base juridique, ce qui est faux. Elle va dire qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien qui permettait d'identifier des pilotes. Moi, je produis les photos des pilotes qui avaient été rassemblés par le renseignement militaire français dès le 2, au moment où la préparation de l'opération Dignité était mise en route. Dès cet instant, les services de renseignement militaire français se sont mis à photographier, à filmer, à prendre tous les détails sur les pilotes biélorusses, sur les Ivoiriens qui étaient avec eux. Ils avaient toutes ces informations et toutes ces informations ont été communiquées à l'état-major français et au ministère de la Défense. Mais elle a eu le courage de dire au juge qu'elle n'était pas au courant de ces informations. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Les accusations qui ont été portées, qu'elle-même avait portées contre le président Gbagbo,
elle ne les a jamais réitérés devant la juge. Qui donc a donné l'ordre de bombarder le camp militaire français? C'est la question que la justice devrait trancher, mais je constate tout simplement qu'après le bombardement du camp français et la destruction des avions, l'armée française se retrouve devant la résidence du président Gbagbo. L'argument qui est donné à ce moment-là, c'est que les militaires français se sont perdus à Abidjan. Comment des militaires français peuvent se perdre à Abidjan avec des chars qui sont munis de GPS, mais surtout avec des officiers supérieurs, comme le général Poncet, qui connaissent Abidjan par cœur puisqu'ils y sont depuis longtemps. Alors, ce qui est aujourd'hui clair, c'est qu'ils ne se sont pas trompés de route. C'est qu'ils étaient partis à la résidence pour renverser le président Gbagbo. C'est pour cette raison qu'on a laissé s'échapper les auteurs de l'attaque du 6 novembre 2004. C'est pour cela qu'on a détruit immédiatement les appareils du président pour que le président Gbagbo n'ait pas la possibilité de quitter la résidence. Quand vous mettez tous ces éléments bout à bout, vous constatez très bien que tout a été pensé dans l'optique de renverser le président Gbagbo. Mais il y a un témoin important dans ce dossier qui devrait être entendu par la justice. C'est le chef d'état-major, le général Doué, qui a été mis à l'écart de l'opération Dignité, qui est venu annoncer au président Gbagbo que les Français avaient été tués et qui, semble-t-il, était une des personnes qui avait été considérée comme le possible remplaçant du président Gbagbo. Le général Doué n'a jamais expliqué clairement aux Ivoiriens pourquoi, au lendemain de l'attaque de Bouaké et de tout ce qui s'est passé, il a appelé publiquement au renversement du président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette journée du 6 novembre 2004? Où était-il quand il a disparu? Que faisait-il? Et avec qui il discutait pendant cette journée? Je pense qu'on est là dans un cas de figure qui mériterait beaucoup d'éclaircissements pour qu'on comprenne pourquoi le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, qui a vu que son pays était attaqué par les rebelles, qui a vu que les autorités politiques voulaient reconquérir le pays conquis par la rébellion, cette même rébellion qui a commis des massacres dans son propre village, comment se fait-il que ce chef d'état-major de l'armée ivoirienne appelle plutôt au renversement du président Gbagbo et ne dit absolument rien de ce que les rebelles ont fait dans son propre village et sur l'ensemble du territoire ivoirien, dont lui, le chef d'état-major, avait la responsabilité en matière de sécurité.